Buenas tardes a todos. Bueno, pues están empezando à conectar poco a poco. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire très intéressant sur la francophonie au Mexique, des racines profondes, une riche récolte. Y vamos a presentar a nuestros queridos expositores que nos acompañan el día de hoy. Vamos a leer muy rápidamente su biografía para luego entrar en materia sobre la presentación que nos van a hacer el día de hoy. Y en versión corta, porque además ya muchos de nosotros conocemos a la doctora Aide Silva. Ella es especialista en didáctica de lenguas y culturas, cuenta con estudios en teoría literaria, didáctica, traducción, interpretación y ciencias del juego. Desde 2017 funge como responsable del área de didáctica de la lengua y la literatura del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autora de 3 libros, entre ellos Les Jeux en classe de langue, y coautora de 3 más. Ha publicado cerca de 125 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha impartido más de 225 talleres pedagógicos, principalmente relacionados con el juego en el aula de idiomas. Así que damos la muy calurosa bienvenida a la doctora Aide Silva, que nos va a hacer esta presentación el día de hoy, en colaboración con José Antonio Gia Gutiérrez, que es egresado de la licenciatura de Letras Francesas de la UNAM, fue estudiante de la Universidad de París 7, así como de la Academia de Estudios Clásicos Vivarium Novum, con sede en Roma. Ha participado en numerosos coloquios, entre los cuales se encuentran el 12º Coloquio de Letras Modernas y la mesa redonda organizada por la UNAM y el Centro de la Francofonía de las Américas, en el marco de la cátedra Margaret Atwood y Gabriel Roy. Ha dado clases de latín, griego y francés en diversas asociaciones. Además del proyecto que hoy nos convoca, actualmente participa en el proyecto de investigación La literatura de campo que apunta a reparar el mundo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias, Aide, Antonio, por estar el día de hoy con nosotros y les cedo la palabra. Bonjour, bonjour à tous. Un vrai plaisir d'avoir pu présenter le travail que nous avons réalisé avec Antonio. Je voudrais juste m'assurer qu'on voit bien la présentation parce que je ne vois pas apparaître le petit cadre vert qui habituellement accompagne le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Oui, parfait, merci. Excellent. Donc, nous sommes particulièrement heureux, Antonio et moi, de présenter pour la première fois un travail qui a été réalisé à la demande du Centre de la francophonie des Amériques. Nous allons commencer par vous présenter ce bilan, en quoi il consiste, quel est son contenu, quelles sont ses origines, pour ensuite explorer un tout petit peu pour quelles raisons le Centre de la francophonie et nous-mêmes nous sommes engagés dans cette initiative et quelles sont les perspectives que ce type de travail peut présenter. Je vais donc céder la parole pour la première partie à Antonio Gea, que je profite aussi de l'occasion pour le remercier d'avoir participé à ce projet avec moi. Merci Antonio, à toi. De rien. Pour moi, a été aussi un plaisir. Et donc, je vais vous présenter on va dire, résumé de notre projet, un projet ambitieux, mais très enrichissant pour nous, et j'espère que pour vous aussi, et pas exhaustif, et toujours, c'est un projet qui est en train de se construire, et donc nous vous présentons nos résultats préliminaires. OK. Pour commencer, la naissance du projet vient d'un projet précurseur sur la présence francophone en Amérique centrale, conçu en 2019 par la professeure aussi et des collaborateurs de l'université. Et la présence francophone en Amérique centrale qui cherchait les mêmes objectifs que nous nous sommes proposés pour ce travail. Et ces objectifs sont d'abord établir une cartographie générale de la riche présence francophone au Mexique et divisée sur plusieurs secteurs, sur plusieurs disciplines. Et c'est un travail comment dire, des recherches très, très, très défiant. Et je vais vous présenter après la division que nous avons faite. Aussi, au moment de concevoir ces projets, nous cherchions de revaloriser les diverses manifestations qui font du Mexique un pays partiellement francophone et hautement francophile, parce que il y a beaucoup d'exposés,
activités culturelles, mais aussi des institutions françaises et francophones qui aident, comment dire, à diffuser les français. Et parfois, ils ne sont pas très valorisés ou très visibles parce qu'il y a un réseau énorme. Donc, nous cherchons dans ce projet aussi valoriser toutes ces manifestations historiques et actuelles de la présence française et francophone. Et finalement, nous voulions synthétiser les résultats d'une recherche méthodique et globale, mais pas exhaustive, comme je disais, dans un document accessible à tous en fonction de leurs intérêts divers. Cette partie est très importante parce que ceci est un document pour tous. Ce n'est pas un document spécialisé, mais vous pouvez quand même trouver des informations très particulières sur certains sujets. Donc, même si vous allez à la recherche des informations culturelles, des institutions, des cours de français, ou si vous cherchez des bourses d'études, des projets français, franco-mexicains ou francophones et mexicains, vous allez trouver certainement quelques données que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, ce travail a été un travail collaboratif et une organisation principalement en ligne, et parce que d'après ce contexte, c'est un peu difficile de nous voir vis-à-vis. Et nous avons utilisé beaucoup de ressources numériques en espagnol et en français, plusieurs bases de données pour enrichir ces projets. Et en même temps, concernant la division, la présentation, nous avons partagé collaborativement des idées d'intérêt. Et nous avons une idée globale à partir du projet précédent, mais on l'a adapté aux besoins qui nous semblaient pertinents. Okay. Et la suivante. D'accord. Donc, les conditions de réalisation. Les commandataires de ce projet a été les centres de la francophonie des Amériques, qui c'est un centre indispensable pour la diffusion de la culture francophone dans notre continent. Et c'était créé, c'est actif depuis 2008 et, dans sa mission et dans notre mission, et, et nous avons l'idée de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Et ce projet a été commencé en août 2021 et nous l'avons fini en décembre, fin décembre, janvier. Donc, c'était un projet de 4 mois, mais d'un travail très, très, très intensif. OK, donc, je vous présente ici un peu les sommaires de notre travail. C'est plus ou moins de cette façon que vous les voyez, vous les verrez. Et si vous pouvez accéder au document, nous présentons une introduction et un aperçu général de l'état de la francophonie. Aussi, nous parlons un peu des langues au Mexique parce que nous considérons important souligner les contextes pluriels, de pluralité linguistique dont nous vivons. La langue française au Mexique, aussi un aperçu général. Et après, la présence francophone, nous l'avons divisée dans ces catégories. Une présence institutionnelle, éducative, culturelle, scientifique, économique, associative et historique, en cherchant toujours d'inclure pas seulement des données de la France, mais aussi des données du Québec, des pays qui peut-être dont la présence n'est pas très, très soulignée, mais nous voulons inclure aussi les institutions et les activités que nous avons fait ensemble. Après, nous avons des jalons historiques pour vous partager un peu l'histoire du Mexique avec les pays francophones. Et nous parlons des personnalités francophones et ou francophiles, soit françaises, francophones ou mexicaines, et des témoignages des étudiants, des employés qui sont venus ici ou qui sont partis dans des pays francophones. OK, suivante. D'accord. Donc, dans cette introduction et aperçu général, vous trouverez notre optique du projet par rapport à la francophonie en F majuscule et F minuscule, c'est-à-dire institutionnel et disons, de base, réel. Et pour nous,
tous ceux et celles qui sont ou semblent destinés à rester ou à devenir participants de la langue française sont issus de ces projets. Et nous incluons des pays qui ne sont pas exactement francophones, ou on va dire officiellement francophones, mais quand même font partie soit des institutions francophones ou soit des intérêts francophiles. OK? Nous présentons une petite situation géographique du Mexique et nous passons à l'appartenance du Mexique à des institutions francophones qui, si vous ne savez pas, le Mexique, depuis 2014, fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie comme État observateur. Et en plus, le Mexique est membre de 59 organismes internationaux où le français est considéré langue officielle. Donc, nous partageons vraiment des associations avec des pays francophones qu'il faudra ou nous exploitons déjà. Suivante. Très bien. Les langues au Mexique. OK. L'espagnol n'est pas la langue officielle. L'espagnol est une langue nationale du Mexique et partage ce titre avec les 68 langues originaires parlées par plus de 7 millions de Mexicains. Donc, nous avons le náhuatl, la langue la plus répandue, la plus parlée parmi ces langues originaires, les mayas, les tzeltal et les mixtèques. Et concernant les langues étrangères, le français est la deuxième langue étrangère apprise ici au Mexique, avec plus de 250 000 apprenants dans tous les territoires. Cependant, parmi les communautés migrantes, ce sont l'anglais, le allemand et le japonais qui figurent comme les langues étrangères les plus parlées. Nous allons voir la quantité de parlants français au Mexique dans les diagrammes suivants. OK, merci. OK, donc nous n'avons pas de données officielles, des chiffres donnés par le gouvernement relatifs à la présence des langues étrangères au Mexique. Cependant, il y a des recherches, des investigations qui estiment la présence d'au moins 30 000 francophones au Mexique. Ça, ne tenant pas compte des apprenants de français. Et puis, dans la pratique de la langue française, pardon, avant de parler sur ça, je voulais souligner aussi la présence de quelques communautés qui ont été très importantes dans l'histoire du Mexique, telles que les Barcelonais, que ce sont des migrants français, et surtout des industriels, des commerçants, des banquiers, qui font partie de notre histoire et, disons, et ont contribué au développement du Mexique comme un État moderne et aussi sa présence a permis le développement de certains événements politiques. Okay? Donc, concernant la pratique de la langue française au Mexique, nous avons par exemple les communautés francophones migrantes. Et aussi, il faut remarquer la présence très récente de la communauté haïtienne, de la diaspora haïtienne, qui depuis 2017 est toujours en train d'augmenter. Et c'est très important aussi, sa présence. Puis, concernant les établissements et l'apprentissage du français au Mexique, nous avons des établissements privés bilingues, dont les lycées franco-mexicains, qui je pense que c'est l'établissement le plus connu, qui a environ plus de 3 000 élèves chaque année. Et, c'est un enseignement bilingue depuis l'école élémentaire. Donc, c'est très important, cet institut concernant l'apprentissage du français. Mais nous avons aussi une école qui peut-être n'est pas très connue, qui est l'École française d'Alembert et Diderot, qui en 2021 comptait avec 167 étudiants. C'est une école petite, mais qui aussi joue un rôle fondamental. Nous avons d'autres établissements privés, comme par exemple le Colegio Francés de Pedregal, et certaines écoles privées aussi à Mexico et dans d'autres villes du pays. Des établissements publics, dont l'UNAM, et aussi dans les niveaux préparatoires, dans les CCH et les écoles nationales préparatoires, qui jouent un rôle fondamental. C'est comme ça, par exemple, que moi, j'ai connu le français. Sans les cours de français de l'université, je n'aurais pas fait ce bilan, je ne me serais pas intéressé à la licence des lettres françaises. Et nous avons des centres de langue comme l'IFAL et la Fédération d'Alliance française du Mexique, et
des institutions très, très indispensables. L'IFAL, par exemple, fondé en 1944, est l'un des instituts les plus importants. C'est l'institut français, c'est le plus grand en Amérique latine. Et en 2000, dans l'année 2000, il a créé aussi un centre professionnel de traduction et interprétation, qui c'est un des centres, comment dire, plus innovateurs que nous avons en Amérique latine. Et l'Alliance française, qui a été créée en 1883, c'est l'alliance française la plus, on va dire, ancienne depuis l'Alliance française à Paris. Et aussi, c'est l'un des plus grands. Et comme nous avons sa présence dans 34 villes du Mexique, et dans plusieurs villes, nous avons plus d'un centre comme ici à Mexico. Et bien sûr, nous avons des congrès, des rencontres, des séminaires, tels que les congrès internationaux organisés par l'ENALT à l'UNAM, la Foire internationale des langues de Guadalajara, qui sont toujours des espaces de rencontres où nous pouvons toujours enrichir notre français et notre connaissance de la francophonie. OK, suivant. Oh. Voilà. Merci. OK. À partir de euh, cette section du projet, je vais vous présenter deux petites, comment dire, sommaires de chaque présence parce que c'est un travail assez complet. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que vous trouvez. Par exemple, dans la présence institutionnelle, vous avez les ambassades, les consulats et délégations d'États et entités francophones, pas seulement des pays, mais aussi d'entités telles que l'Union européenne, qui a comme langue officielle aussi le français. Et nous avons 12 États et 2 entités qui ont une représentation diplomatique ici au Mexique. La Belgique, par exemple, a un consulat général et 6 consulats auxiliaires. Le Canada, un général et 10 auxiliaires dans tous les pays. Et la France, avec un consulat général ici à Mexico et 15 dans tous les pays, dans tous les territoires. Et aussi, il est très important de remarquer la présence du Québec, qui, à partir de la délégation générale du Québec à Mexico, créée en 1980, et joue un rôle fondamental dans les partages, disons, dans les relations bilatérales avec les deux entités. Et par contre, le Mexique a une représentation diplomatique dans une dizaine d'États francophones, tels que la France, la Belgique, l'Algérie, l'Haïti. Et de ces ambassades, ces consulats, soit ici au Mexique, font beaucoup d'activités, surtout, par exemple, là, la représentation du Québec. Cette présentation est un produit de cette collaboration. Aussi, l'ambassade française, avec, par exemple, les mois de la francophonie, qui c'est moi, ce mois-ci. Et il y a, vous trouverez là beaucoup des activités qui sont faites et des activités récurrentes qui seront faites aussi dans les années suivantes. Puis, dans la présence éducative, nous avons déjà parlé un petit peu des centres scolaires, mais nous avons aussi oh, il faut que je me dépêche, oui, c'est très long. Nous avons des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie, dans lesquels nous pouvons trouver l'UNAM aussi, les CIVESTAR, la UAMX, c'est l'université de l'État du Mexique, et la Université Veracruzana, l'Université Veracruzana. Et des chaires universités, nous avons 18 chaires universités dans tous les pays, pas seulement à l'UNAM, aussi dans plusieurs institutions. Et la mobilité étudiante, que c'est très important. Plus de 3000 étudiants mexicains partent en France chaque année. Et vous trouverez beaucoup d'informations concernant les bourses dans notre document, mais aussi dans Campus France. Nous vous donnons une explication du fonctionnement de la page, des bourses principales auxquelles vous pouvez accéder. Et voilà, c'est bon. La présence culturelle, c'est très notoire la présence des pays francophones, même dans notre architecture, dans les arts plastiques, dans les cinémas. Et maintenant, actuellement, c'est grâce aussi aux principaux acteurs culturels de la francophonie, tels que l'IFAL ou les réseaux de les alliances françaises. Et nous avons dans cette
ces activités. Par exemple, la fête de la musique, très connue, et My French Film Festival, la nuit des idées, les mois de la francophonie, mais aussi nous pouvons les voir dans notre architecture et dans notre espace public, comme par exemple dans les palais des Beaux-Arts, le Palacio de Bellas Artes, qui c'est de fortes inspirations de l'Art déco et l'Art nouveau, et des arts développés en France surtout. Mais par exemple, nous avons aussi dans les États des œuvres conçues par des architectes français francophones, comme les kiosques de Jardín Juárez de Cuernavaca, qui s'étaient construits par Gustave Eiffel, ou le palais municipal d'Orizaba aussi. Et Gustave Eiffel a conçu beaucoup de ces bâtiments, de ces œuvres ici au Mexique. Et il va approfondir un petit peu plus après. Et nous avons les cinémas audiovisuels aussi, le Festival international de Morelia. C'est un festival où se présentent plusieurs films francophones toutes les années. La danse, le théâtre et d'autres spectacles du vivant, les expositions culturelles que nous avons avec collaboration du Musée du Louvre, et les médias aussi et la littérature qui sont très importantes. La présence scientifique, nous avons plusieurs programmes de recherche et plusieurs centres d'études dans lesquels vous pouvez participer, tels que les centres d'études mexicains et centra-américaines, les centres nationaux de la recherche scientifique ou l'Institut de recherche pour le développement. Un réseau très important, c'est le réseau France-Mexique, lancé par la Maison universitaire franco-mexicaine, qui est une organisation très importante de partage entre collaborateurs scientifiques ou académiques. Et je vous prie de vous inscrire, de vous jeter un coup d'œil parce que c'est un réseau très, très, très enrichissant. Nous avons en plus les programmes de coopération bilatérale, multilatérale, pas seulement pour des étudiants, mais aussi pour des travailleurs. Et bien sûr, le groupe de travail Québec-Mexique, qui fait aussi des projets dans notre pays. Puis, présence économique, les échanges commerciaux bilatéraux. Je vais vous donner juste quelques données. Le Québec, c'est notre premier partenaire en Amérique latine et le quatrième dans le monde. Donc, nous partageons un commerce très, très fort avec seulement la région du Québec. Ne parlons pas du Canada. La France, c'est le Mexique comme le deuxième partenaire en Amérique latine, seulement après le Brésil. Nous avons la présence d'entreprises francophones et de la France, plus de 500 entreprises, du Québec, plus de 400. Et ça, ça se voit dans les emplois directs générés. Regardez que le Québec génère plus de 80 emplois directs, et la France, 150 000, et la Suisse, plus de 40 000. Nous avons aussi dans ce sujet beaucoup d'émissions et d'accords bilatéraux, par exemple l'ALENA, qui c'est l'accord de l'Amérique du Nord. Et dans la présence associative, nous avons plusieurs associations actives. Nous avons inclus aussi des associations sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de partages aussi là. Mais concernant les professeurs, nous avons la MIFRAN, scientifique, l'Association internationale d'études québécoises, la promotion de la francophonie, comme j'ai parlé, le Centre de la francophonie des Amériques, des organisations nationales des citoyens des pays francophones et des associations sur Facebook qui sont incluses aussi dans cette suivante. Et les projets Mexique. Ah, ok. Et finalement, je vais vous parler de la présence historique et des jalons historiques. Ok. Un projet indispensable pour connaître toute la présence française et francophone, c'est le projet Mexico-Francia, fondé par Javier Pérez-Siller en 1997, qui est composé d'un laboratoire et d'un séminaire, et il nous donne ses ressources en ligne. Vous pouvez trouver plusieurs de ces articles en ligne et qui sont divisés sur certains aspects culturels de la vie quotidienne, et aussi par siècle. C'est un réseau indispensable pour connaître surtout la présence française, mais il nous donne aussi quelques clés pour la présence francophone. Et finalement, nous vous présentons des jalons historiques à partir du XVIIIe siècle. Nous l'avons divisé par événements politiques, culturels, économiques. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste qui contient les événements clés et des autres éléments qui peut-être ne sont pas si connus. Par exemple, vous avez ici un exemple d'une page de ces jalons historiques. Vous regardez que nous avons par exemple la visite
de Charles de Gaulle, mais aussi l'inauguration de la Maison du Mexique à la cité universitaire, qui continue toujours en fonctionnement. C'est très important aussi pour les étudiants qui sont là, et c'est indispensable. Et d'autres données, des écrivains, des intellectuels mexicains ou francophones qui sont venus ou sont partis du Mexique. Et OK, c'est un petit extrait de cette bilan que nous avons fait. Je donne la parole à Yves. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès d'Antonio de l'avoir un peu poussé à terminer, mais Non, mais le c'est bilan bien. est tellement long. Il faut dire que c'est pratiquement un livre, ça fait 250 pages. Donc, dans ces 200, plus de 250, je me souviens plus si c'est 258, 268, mais en tout cas, c'est un bilan extrêmement exhaustif. Par exemple, quand on vous dit que le Mexique fait partie de 53 ou 59 organismes internationaux. Il y a la liste de ces organismes, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'images. On a exploré tous les établissements bilingues qui existaient, etc. Donc, c'est véritablement nous avons regroupé des informations qui existent dispersées ici et là dans un seul document de façon à bien faire comprendre toute cette richesse historique et actuelle. Alors, pourquoi Antonio a déjà parlé un peu de tout ça, mais nous sommes convaincus d'une part que nous sommes francophiles et francophones, d'après la définition qu'a donnée Antonio. Nous sommes appelés à intervenir et à faire partie de cet univers où la langue française et les cultures qui y sont associées sont valorisées, sont reconnues, sont diffusées. Et nous sommes aussi convaincus comme le dit ce proverbe ancien, que aimer et savoir ont même manoir. Et donc, que pour cultiver et enrichir notre francophonie et notre francophilie, il est important de connaître ce qui se fait déjà, ce qui reste à faire, ce qui a été déjà fait. Et c'est pour cela que nous avons cherché à réunir toute cette information. Il faut dire que c'est aussi à ma connaissance, la première fois qu'on essaye de rassembler les bilans préalables qui existent. Bien entendu, nous ne sommes pas les premiers à avoir essayé de dresser un certain portrait de la francophonie mexicaine, mais les bilans préalables ont été soit très spécifiques, soit très courts. Je parle par exemple d'un ouvrage essentiel que j'espère vous connaissez, ou sinon je vous invite à connaître. C'est le livre dirigé par Yvonne Cansigno sur le français au Mexique hier et aujourd'hui, contribution à un premier état des lieux, publié par la UAM Azcapotzalco. C'est très axé sur l'enseignement du français, mais c'est vraiment un bilan à l'échelle nationale, et donc ça apporte des éléments qui n'avaient pas été avancés auparavant. Et la place du français au Mexique a été également explorée dans des bilans internationaux comme celui dirigé par Jean-Pierre Cuc ou celui établi par l'Organisation internationale de la francophonie, dont le dernier cité est celui de 2018, la langue française dans le monde 2018, mais vient de paraître la langue française dans le monde 2021, si je ne me trompe, ou 22, je ne sais plus, vient de paraître la nouvelle édition que je vous invite à connaître. Il y a eu aussi, personnellement, par exemple, j'ai découvert qu'en 2020, l'ambassadeur du Mexique en France avait fait paraître un bilan court mais substantiel sur México ante la francofonía, antecedentes y perspectivas. Et donc, il y a des travaux préalables, mais il nous semble que celui-ci s'adresse à un public plus large, entre dans beaucoup plus de détails et justement donne des indications pour poursuivre sa propre recherche en fonction de ses intérêts particuliers. Alors, quels étaient nos défis? Bien sûr, nous voulions adopter une optique nationale pour étudier ce qui se passe dans notre pays. Comme je vous le disais, les autres bilans très étendus, en fait, étaient des bilans internationaux. Donc, ce que nous souhaitons, c'est surtout permettre à tous les acteurs locaux de la francophonie d'avoir cette vision d'ensemble et éventuellement de prendre conscience de certains pans de la réalité qui leur avaient échappé, mais aussi rendre visible et valoriser cette dimension intime, mais aussi collective de la francophonie. Nous sommes tous des acteurs de la francophonie à des degrés divers, et c'est toujours gratifiant de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a déjà eu avant des gens qui ont travaillé dans le même sens que nous, et qu'il y a donc des initiatives dont nous pouvons nous inspirer, que nous pouvons poursuivre. Nous avons cherché donc à établir des entrées thématiques multiples parce que
Ce bilan pourra être parcouru aussi bien par des étudiants qui souhaitent partir étudier en France ou dans des pays francophones, par des professeurs qui souhaitent encourager leurs étudiants à s'intéresser davantage à la langue française, par des chercheurs, mais pourquoi pas aussi par des entrepreneurs ou simplement par des personnes curieuses qui ont une expérience, par exemple, binationale et qui veulent en savoir plus sur la présence francophone au Mexique. L'idée, c'est quand même que ce corpus de travail soit un point de départ avec beaucoup de liens, une longue bibliographie qui devrait permettre à tous les lecteurs d'approfondir les sujets, parce que même si c'est un bilan très long, il est évident que la richesse est telle que très souvent, nous n'avons fait que citer ce qui existe, mais chacun pourra aller chercher un tout petit peu plus loin à partir de ce qui l'intéresse. Donc, ce bilan, comme je l'ai dit, il est adressé à un public très large. C'est un travail effectué sur des bases scientifiques, mais qui n'est pas un travail strictement de recherche, mais plutôt de recueil d'informations de façon à adresser un bilan qui soit accessible à tous, pour que tous les publics qui s'intéressent à la question puissent y accéder. Et pour l'instant, le bilan est en train d'être préparé pour une diffusion plus large, mais tout à l'heure, je vous indiquerai comment y accéder si vous êtes intéressé. Donc, dernier point sur les défis, il s'agit aussi de visibiliser la francophonie locale, parce que très souvent, historiquement, la francophonie a été traitée comme la langue et la civilisation française. Il fallait s'intéresser à l'autre comme un modèle supérieur, hiérarchiquement supérieur de civilisation. Ici, nous pensons que c'est en fait un dialogue entre cultures, et pas seulement avec la France, mais avec les cultures francophones, et que donc il faut adopter une approche décolonisée où la connaissance et la réflexion partent du périphérique, entre guillemets, pour avoir une approche plus authentique et plus ancrée dans des contextes précis. Donc, quelles sont les perspectives d'utilisation de ce bilan? Bien sûr, il s'agit d'abord d'enjeux de diffusion et vous avez l'occasion de réagir par le chat. Est-ce que vous savez où se trouvent ces ailes du Mexique, Alas de México, que vous voyez à l'écran? Il y en avait tout près du musée d'anthropologie, ici à Mexico. Mais est-ce que quelqu'un pourrait sur le chat nous dire où se trouve cette sculpture du sculpteur Javier Marín, sculpteur mexicain? Je ne vois au Québec, bien sûr, et c'est sur la promenade Samuel de Champlain. Donc, il est possible, c'est un signal de l'amitié entre le Québec et le Mexique. Donc, le gouvernement mexicain a offert, avec Javier Marín, a offert un double de ses ailes, qui sont d'ailleurs dans plusieurs pays du monde. Et donc, c'est un signe de la présence mexicaine et de l'amitié entre les peuples. Si vous ne connaissez pas la Bibliothèque des Amériques, juste après la fin de cette conférence, il faudra aller vous inscrire. C'est l'une des offres du Centre de la francophonie des Amériques. Il faut adhérer au Centre de la francophonie des Amériques, ce qui est complètement gratuit et très, très profitable, puisque vous pouvez justement accéder à cette bibliothèque électronique avec un fonds de plusieurs milliers de livres dans tous les secteurs d'activité, pas seulement de littérature et de littérature contemporaine, mais de sciences, d'économie, comme une bibliothèque généraliste, mais avec beaucoup d'ouvrages disponibles gratuitement. Si vous êtes au Mexique, vous ne pouvez pas ne pas connaître la Casa de Francia, qui est la représentation culturelle de la France au Mexique, avec tout ce qui est la médiathèque, la bibliothèque, la nuit de la poésie qui se tiendra, si je ne me trompe, bientôt, et qui a énormément une offre culturelle extrêmement riche. Elle vient d'ailleurs d'ouvrir. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un connaît la signification du CILT, qui est le Congrès international de langue, linguistique et traduction, qui est le plus gros congrès de professeurs et chercheurs en langue au Mexique, où il y a régulièrement des communications, des conférences, des présentations de recherche, d'ateliers liés au français. C'est
c'était l'ancienne rencontre de professeurs de langue de l'ancien CELE, Centre d'enseignement des langues étrangères de l'UNAM, et qui aujourd'hui est devenu donc le Congrès international de langue, linguistique et traduction. À côté de ce site, vous avez aussi, comme une grande rencontre de francophiles et de francophones, la FID, qui est la Foire internationale de langue, Feria Internacional de Idiomas, de l'Université de Guadalajara. L'Université de Guadalajara, comme l'UNAM, a des lycéens qui apprennent le français et qui sont rattachés à l'Université de Guadalajara. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers d'adolescents mexicains qui apprennent le français. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie graphon? Je regarde. Et effectivement, c'est une application développée aussi par l'ENALT, qui est une application pour perfectionner la phonétique, pour perfectionner la prononciation. Elle vient de sortir, donc il suffit de taper graphon. Je crois que ce n'était pas encore disponible quand j'essaie de... Non, si, c'est déjà sur les deux systèmes, iOS et Android, donc vous pouvez aller voir. Et si vous êtes vraiment très, très calé, vous savez qui est Marie Couturet. Est-ce que quelqu'un sait qui est Marie Couturet? Moi, je l'ai découvert en rédigeant ce bilan. J'attends 2-3 secondes pour voir si quelqu'un dit oui. Vous pouvez aussi répondre non. Marie Couturet fait partie de l'histoire mexicaine et c'est une figure dont Alexandre Béliard, que je salue en espérant qu'il verra à un certain moment cette présentation. Ça pourrait être un personnage pour une chanson. Marie Couturet est une Française qui, à l'époque de la guerre de réforme, n'a pas pris parti et a essayé, elle avait un commerce. Et dans son quartier de Tacubaya, il y a eu des combats et elle a apporté son aide à tous les blessés, y compris des deux côtés. Mais au moment où les vainqueurs ont obtenu la victoire, ils ont fait tuer tous les blessés et tous les médecins qui avaient soigné les blessés. Elle a été épargnée, même si elle a plaidé en faveur des blessés et des médecins. Mais ensuite, elle est allée voir le tigre de Tacubaya, qui est aussi un personnage célèbre et anecdotique, parce que on l'appelait le tigre de Tacubaya, parce qu'il avait fait tuer tout le monde et il était extrêmement cruel. Elle est allée le voir en prison pour plaider encore en faveur des différents soldats, etc. Le tigre de Tacubaya l'a agressé, l'a frappé, elle en est sortie blessée, mais elle a défendu, c'est une Française qui a défendu des Mexicains et des Français pendant la guerre de réforme. La MEF, est-ce que quelqu'un connaît la MEF? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de la MEF qui est ici? Antonio l'a dit tout à l'heure, au Mexique, il est possible d'étudier depuis la maternelle jusqu'à l'université en français. Parce que on peut étudier dans différentes écoles ici à Mexico, mais à Guadalajara, à Cuernavaca, à Querétaro, il y a des écoles où on peut scolariser ces jeunes enfants en français, mais il y a beaucoup d'écoles primaires, secondaires, des lycées et des universités où il est possible d'étudier partiellement ou entièrement en français. Et par exemple, la MEF, qui vient d'être fondée l'année dernière, c'est le master en études francophones. Master en études francophones organisé par l'Université de Guadalajara en collaboration avec l'Université de Rennes. Donc, nous comptons au Mexique avec un master spécialisé en études francophones d'une grande qualité. Et est-ce que quelqu'un a déjà visité le Puente del Arte ou sait de quoi il s'agit? Si vous n'avez pas les moyens de partir à Paris en ce moment avec les restrictions sanitaires et tout ce qu'il faut préparer, vous pouvez vous consoler en allant à Ecatepec. À Ecatepec, il y a un pont qui a été construit par Gustave Eiffel et qui est devenu depuis une galerie d'art. Donc, au Puente del Arte, c'est une construction, c'est un pont en fer forgé, comme la Tour Eiffel, avec
avec la possibilité donc de participer à des activités culturelles, des expos, des concerts, etc. dans cet espace conçu par Gustave Eiffel à Ecatepec, qu'on n'associe pas nécessairement avec la francophonie. Vous avez aussi parmi les meilleurs les restaurants classés parmi les meilleurs à Mexico, je crois qu'il est 27e ou 28e sur 5120 et quelques restaurants. Vous avez Moustache, qui est un restaurant français historique. Il a plusieurs décennies d'existence et il occupe une excellente place parmi les meilleurs restaurants de Mexico. Le bilan vous présente différents restos, le nombre de pâtisseries, boulangeries, restaurants, etc., qui existent dans différentes villes du pays. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Oxte? Oxte est aussi un restaurant et il est tenu par Enrique Olvera, qui est l'un des rares chefs mexicains à avoir obtenu des étoiles Michelin. Il y en a plusieurs. Et le Oxte est un restaurant mexicain à Paris. Donc, il y a plusieurs restaurants mexicains à Paris, mais Oxte, par exemple, est parmi l'un des plus reconnus actuellement. On l'ignore souvent, mais par exemple, Santos Motopowa de la Torre est un artiste huichol qui a créé une mosaïque de plusieurs mètres carrés avec des perles huicholes. Ce sont des mètres carrés du métro, de la station de métro Port-Royal et qui correspondent donc à une réalisation d'art huichol qui se trouve en plein centre de Paris. Vous avez aussi les CEDIFRAL que vous connaissez très sûrement si vous êtes professeur. Ce sont las sesiones de docentes investigadores de francés como lengua extranjera. C'est la rencontre académique organisée par la COPAL, par la Commission pour l'Amérique latine et centrale de la Fédération internationale des professeurs de français. Les CEDIFRAL se tiennent régulièrement, réunissent plusieurs centaines de professeurs sur tout le continent. Et je termine, juste pour vous donner un peu de matière, tout ça c'était des exemples pour que vous voyez un peu le genre de choses que nous avons identifiées. Et ces sigles un peu étranges, UTBFMNL, c'est l'autre option pour suivre un cursus universitaire en français parce que c'est l'université technologique bilingue franco-mexicaine de Nuevo León. Il est possible aujourd'hui d'étudier une carrière technique à Nuevo León uniquement en français. Et cette université bilingue est quelque chose d'assez unique dans le monde et bien sûr sur le continent. Plusieurs personnes me demandent est-ce qu'on pourrait recevoir le bilan au complet et est-ce qu'on aura accès au bilan? Oui, je vais vous dire tout à l'heure comment on peut y accéder. Donc, pour la diffusion, pour savoir ce qui existe, évidemment, si on est professeur, pour faire prendre conscience à nos étudiants que la langue française, la culture française et les cultures francophones se trouvent présents partout dans notre environnement, mais on l'a dit, ça permet aussi de créer un réseautage, d'entrer en contact avec d'autres personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, parce que il y a 84 associations qui ont lien avec la francophonie, dont 9 associations Facebook qui comptent entre 10 000 et 120 100 membres. Donc, ce sont des associations très actives et très avec un effectif très nombreux. Donc, il est important de les connaître. On a passé quelques heures à recenser les différentes associations avec les liens respectifs, etc. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie, qui est le plus grand réseau d'universités au monde, avec près de 1000 établissements d'enseignement supérieur, dont plusieurs que Antonio a déjà mentionné qui sont mexicains. On a fait une liste d'entreprises, on a fait une liste des sièges de la Fédération des Alliances françaises, France Alumni, qui est le réseau des anciens étudiants qui sont partis en France, les différentes missions diplomatiques. Et comme Antonio, je vous invite à aller connaître ce que a créé MUFRAMEX l'année dernière, ce réseau France-Mexique, qui permet à des chercheurs, surtout chercheurs, étudiants, universitaires mexicains et français d'entrer en contact et qui donne des programmes de soutien à la traduction, à la publication, à la tenue de colloques, etc. Évidemment, c'est aussi un bilan qui peut servir pour la recherche parce qu'elle permet de connaître les différentes chaires universitaires en lien avec la francophonie qui existe au Mexique. Je suis partielle et j'ai donc mis la chaire extraordinaire Atwood Roy
qui va bientôt fêter son 20e anniversaire et dont je suis co-titulaire. Mais donc, il y a 7 chaires, moi-même je l'ignorais, il y a 7 chaires universitaires en lien avec la francophonie à l'UNAM, 4 au Colegio de México, 3 à l'Université de Guadalajara, 2 à l'Université de Nuevo León, une à l'Instituto Mora et une à la Ibero. Donc, si vous cherchez un espace pour vos projets, etc., vous pourrez aussi étudier ce panorama-là, voir quels sont les accords de coopération qui existent, les organismes de recherche. On a recensé les différents programmes d'appui, la recherche qui se fait en langue française et sur la langue française au Mexique. Et on a aussi fait un inventaire de toutes les revues qui acceptent et publient au Mexique des articles en français. Pour ce qui est de l'enseignement, on a essayé d'adopter cette approche plurilingue et pluriculturelle bien ancrée dans notre contexte. Donc, pour vos étudiants, si vous êtes professeur, vous pourrez leur parler des programmes de bourse qui existent dans les différents pays. Évidemment, en France, elle a un poids très important, mais il y a d'autres bourses. Donc, on a essayé de recenser tous les programmes de bourse qui existent, quelles sont les formations initiales et contenues qui sont offertes, comme Antonio l'a présenté, des jalons historiques et des pistes, par exemple, une invitation à dresser le bilan local de comment ça se passe à Querétaro ou à Guadalajara ou à Costa Rica ou d'ailleurs, l'AUF j'ai oublié le nom de la ville parce que ce n'est pas Jalapa où se trouve le campus numérique de l'AUF qui dépend de l'Université Veracruzana. Je ne sais plus si c'est Gutiérrez de la Torre, mais en tout cas, on peut chercher la francophonie dans le Veracruz, dans le Campeche, dans une ville, dans un quartier, dans un État, etc. Parmi les personnages, on a recensé plus de 600 personnages différents. On n'a pas pu faire la biographie détaillée de chacun de ces personnages. Donc, on a une liste alphabétique avec quelques personnages mis en valeur, mais ça permet aussi, à partir de là, aux professeurs d'imaginer, de faire la biographie, d'écrire, faire des recherches, etc. Il y a aussi tout ce qui est programme de mobilité et témoignages, comme l'a dit Antonio, d'étudiants, de travailleurs, d'entrepreneurs qui ont une expérience bi- ou plurinationale et qui expliquent leurs difficultés, leurs plaisirs, etc. Donc, c'est un corpus qui pourrait être extrêmement intéressant pour les professeurs. Dans la diffusion que j'ai faite récemment sur Facebook, j'ai mis ce collage avec 33 photos parmi les personnages que nous avons choisi de présenter. Certains sont extrêmement connus. Je pense que, par exemple, vous reconnaissez tous notre actuel secrétaire de Relations extérieures, Ebrard, qui est un descendant des Barcelonettes, qui fait partie de ces familles qui ont migré au 19e siècle. Mais je ne sais pas, bon, j'espère que vous reconnaissez Carlos Fuentes aussi, qui a eu un rôle extrêmement fort dans la culture mexicaine du XXe siècle. Mais certains vous sont peut-être un tout petit peu moins connus. Je ne sais pas, je vous invite à regarder sur ces 33 personnages lesquels vous sont familiers. Et certains parmi vous reconnaîtront très probablement André-Pierre Gignac et Guillermo Ochoa qui a évolué en Belgique à un certain moment, Gignac qui fait partie de l'équipe des Tigres de Nuevo León et qui d'ailleurs a fait que depuis son arrivée à Nuevo León, il y a plus de 40 enfants qui ont été baptisés Gignac. Alors maintenant, il y a des Gignac Lopez ou des André Pierre ou avec des combinaisons improbables avec Gignac. Il est très, très populaire. Mais tout le monde ne sait peut-être pas que Miguel Hidalgo Costilla, non seulement est le père de l'indépendance et a porté le drapeau, l'étendard pour l'indépendance, mais il était aussi un grand lecteur et traducteur de Molière. Miguel Hidalgo a traduit, mis en scène et joué Molière dans son milieu. Nous n'avons pas uniquement des personnalités françaises ou canadiennes ou mexicaines, mais nous avons par exemple Yasmina Khadra, qui est algérien et qui a publié un roman dont l'action se déroule au Mexique. Il a fait un séjour au Mexique. Il a été accueilli à la Casa Refugios Tlaltepec. Ensuite, il est parti dans le nord du pays. Il est revenu à Mexico, puis reparti. Nous avons Javier Pérez Siller, qui a joué un rôle très, très important
et qui joue toujours un rôle très important dans la diffusion de la francophonie. Mais nous avons aussi Laura Lopez Morales, qui a été l'une des premières à créer des séminaires de littérature francophone à l'UNAM. Nous avons des dramaturges, par exemple la dramaturge québécoise Suzanne Lebeau, mais aussi des écrivaines mexicaines comme Margot Glantz, des journalistes, des chercheurs, des romancières contemporaines, des traducteurs, des poètes. Elena Poniatowska, qui est née à Paris. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur-là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6? Évidemment, il y a Claude Beausoleil, que vous avez reconnu, un poète qui a beaucoup œuvré pour le rapprochement entre le Québec et le Mexique. Mais ce monsieur-là, qui est le 6e sur la liste, c'est quelqu'un qui a eu un impact fort sur la culture populaire dans notre pays. C'est Edgar Everett, qui est le fondateur de l'équipe de las Chivas du Guadalajara. C'est grâce à lui que le Guadalajara a aujourd'hui son équipe de football. Donc, je vous invite à aller découvrir le bilan pour savoir qui sont ces différents personnages, pourquoi ils ont été choisis. Ils ont tous contribué de façon diverse à la francophonie et à la francophonie dans notre pays. Et donc, la suite, je termine bientôt, eh bien, nous souhaiterions organiser, et nous vous invitons d'ailleurs à nous soumettre des propositions d'ateliers pédagogiques, de publication formelle de ce bilan avec une mise en ligne, pourquoi pas de nouvelles versions complétées avec vos suggestions et une mise à jour régulière. Alors, si vous souhaitez recevoir la version préliminaire, moi, je vous engage à vous mettre en contact avec le Centre de la francophonie des Amériques, donc où je vais vous donner le contact dans un instant, mais je vous prierai de ne pas vous contenter de recevoir passivement le document tel qu'il est, mais de le lire et de nous dire j'ai aimé ça, il manque ceci, j'apporterai telle ou telle modification, parce que ça va permettre de l'enrichir et de le bonifier. Donc, effectivement, Victor Hugo a joué un rôle lors de la Révolution mexicaine et il y a beaucoup d'officiers napoléoniens qui ont aussi joué un rôle très important dans toute l'Amérique latine et au Mexique. Donc, pour recevoir le bilan, bon, vous avez mon adresse, Silva Huita, vous avez l'adresse de Antonio, mais pour le bilan, il faut contacter Stéphanie, dont l'adresse est en rouge, stéphanie.leclerc-od@francophoniedesamériques.com, ou bien vous pouvez retrouver son adresse en tapant Francophonie des Amériques, vous retrouverez assez facilement. Si vous n'êtes pas encore membre de Stéphanie vient de mettre son adresse aussi sur le chat, il est plus facile de la copier. Si vous n'êtes pas encore membre du Centre de la francophonie des Amériques, n'attendez plus, allez consulter la bibliothèque et bien sûr, si vous contactez Stéphanie et vous lui demandez le bilan, s'il vous plaît, faites revenir vos commentaires, ça va nous enrichir, ça va beaucoup nous aider. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Normalement, l'enregistrement de cette conférence va être disponible en ligne très bientôt et vous pourrez en savoir plus en suivant les réseaux de la délégation générale du Québec à Mexico, que nous remercions encore très chaleureusement de nous avoir invités à présenter ce travail. Merci beaucoup, Aidea. Merci, Antonio, pour cette importante et intéressante présentation où vous nous avez partagé vraiment des informations utiles. Et oui, nous allons profiter de ton temps, Aidea, les quelques minutes qui nous restent, car il y a certaines questions qui me semblent qui sont très intéressantes. Il y a une question qui dit quelle est la découverte la plus importante que vous avez faite au cours de votre recherche? Je vais aussi laisser répondre Antonio, mais pour moi, le plus important a été peut-être une leçon d'humilité, parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le secteur du français, de la francophonie, à différents titres. Je croyais connaître assez bien la francophonie mexicaine et en fait, j'ai découvert tellement de choses que je ne connaissais pas
que je me suis rendu compte que en fait, la francophonie est beaucoup plus riche, même que je l'avais imaginé, alors que je savais déjà qu'elle était extrêmement importante. Ça m'a permis de mettre de l'ordre et ça m'a permis de voir aussi combien il est important de réaliser ce type d'initiative, parce que même si on est très familiarisé avec la francophonie, on est toujours plus axé sur un secteur que sur d'autres et on n'a pas nécessairement conscience de toute cette richesse. Antonio, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, bah, un autre des petits événements historiques que je ne connaissais pas et qui sont très, très étonnants, très, comment dire, très improbables. Je pense que pour moi, la découverte la plus importante, c'était la quantité de bourses de toutes qu'on a pour aller aux pays francophones. Je connaissais déjà quelques-uns, j'avais déjà fait mes recherches quand je suis parti en échange, mais j'ai trouvé une quantité tellement énorme que ça me semble incroyable, les possibilités qu'on a pour partir si on a, comment dire, la volonté et si on a la préparation dans tous les sens. Oui. Je voudrais ajouter, ce n'est peut-être pas la plus importante, mais l'une de celles qui m'a marquée, c'est que je me suis amusée à voir quels étaient les liens littéraires. On est en lettres, Antonio et moi, donc on s'est intéressé à la présence de personnages historiques français ou francophones dans la littérature mexicaine et l'inverse. Et j'ai donc exploré un site qui s'appelle Babelio, où il y a plus de 1250 romans en français qui ont à voir avec le Mexique. Et il y a 3 personnages récurrents auxquels je ne m'attendais pas. Et c'est tous des femmes. Et en fait, le personnage qui fascine les Français, les francophiles, les écrivains français et francophones sont Frida Kahlo, la Malinche, non, c'est pas la Malinche, Charlotte, l'impératrice Charlotte, et la troisième, Antonio, le nom m'échappe, donc il y avait Frida Kahlo, je me souviens, je vous dirai tout à l'heure si c'était la Malinche, mais en fait, Je 3 pense que c'était la femmes. Malinche. En fait. La Malinche, oui, la Malinche, Frida Kahlo et Charlotte, Charlotte. l'impératrice Charlotte. Donc, c'était intéressant. Oui, justement, ce type d'information nous permet de voir la connexion qui existe entre les nations francophones et la nation, le Mexique. Donc, c'est vraiment surprenant. Et juste une dernière question, Aide, avant que tu quittes. C'est que la question qui nous ont envoyée, c'est, croyez-vous que la francophonie au Mexique a changé au fil des années ou demeure le même intérêt entre les gens et les institutions à partir de ça que vous avez trouvé dans votre recherche? C'est sûr que la francophonie et la francophilie ont évolué. Il y a eu des moments de plus forte présence ou pas, mais ce qui est sûr aussi, c'est que malgré certaines voix, certaines Cassandres qui nous annoncent un déclin de la francophonie a été présente très, très tôt dans l'histoire du Mexique et continue d'être extrêmement forte aujourd'hui. Donc, ce que nous montre ce bilan, c'est que malgré cette évolution, la francophonie est quelque chose de permanent et de riche à toutes les époques. Je réponds rapidement aussi au fait que si l'Organisation internationale de la francophonie contribue à la coopération du Mexique avec les nations francophones, oui, il y a certains programmes, il y a certaines initiatives où le fait d'appartenir à l'Organisation internationale de la francophonie joue un rôle. Et j'ajoute aussi par rapport aux bourses, s'il est possible d'avoir la liste des bourses, contactez Stéphanie pour demander le bilan. Vous aurez la liste qui effectivement est. Il y a les bourses sur Campus France et elles sont extrêmement nombreuses parce que Campus France est un site incontournable pour ceux qui veulent étudier en France. Mais le bilan, justement, inclut des bourses pour aller au Québec, en Suisse ou dans d'autres pays francophones. Donc, en plus de Campus France, justement, le bilan réunit toute cette information disponible dans un seul document. Donc, je vous invite, je vous engage fortement. Bien sûr, la Franche-Comté est extrêmement présente. Et donc, je vous invite à demander à Stéphanie le bilan afin qu'elle puisse vous l'envoyer et que vous puissiez enrichir avec vos commentaires. Les adresses que nous avons fournies vous permettent d'ailleurs de rentrer directement en contact avec nous pour nous suggérer des ajouts, des corrections, etc. Moi, j'espère que ce n'est que les débuts de quelque chose de plus vaste et de plus pérenne pour qu'on puisse être fiers de cette francophonie dont nous faisons partie. Merci beaucoup, Aide, et merci Antonio également pour cette présentation.
Et nous allons publier la vidéo sur nos comptes YouTube et à suivre dans nos réseaux sociaux de la Délégation générale du Québec à Mexico. Merci aussi aux collègues du Centre de la francophonie des Amériques qui ont écrit dans la discussion de ce webinaire. C'est un plaisir de vous écouter, Aide et Antonio. Et on se verra prochainement pour voir certainement une mise à jour. Je suis certain qu'il y aura une mise à jour de votre travail, que c'était vraiment formidable. Félicitations encore une fois et merci beaucoup. Et merci à tous les publics qui étaient connectés pour ce webinaire. Merci, à la prochaine.